Hi, Sean Kidney, back again. What a day we've had. It's been a very full day of issues and discussions, at least from my perspective. Starting off with an interview with Mairead McGuinness, the European Commission's Commissioner for Finance, Financial Stability, Capital Markets Union. Moving into a range of other sessions. I'll cover them in a minute. But today, we end with a session looking at the global roundup and looking at the implications for the market. I've taken my jacket off because now it's time to get down to work instead of talking ideas. We now need to start thinking about what the implications are for the market, what the trends are likely to be around all these sort of issues, and I've got some friends joining me. I've got a couple of housekeeping issues I've got to do first. Our sponsors. JP Morgan is our global sponsor and our sponsor for the Global Day, which is what this is. But as ever, I need to remind you, we exist because of the sponsors who are able to fund our work. We only work with sponsors who are working for change. Let me be clear about that. All of these organisations are committing to do something. It doesn't mean they're cleanskins. I mean, they're doing work for the brown or the dark side at different times. That's the nature of change. We're transitioning our organisations, transitioning our countries. Every country in the world, every major economy in the world has got a dark side and a bright side. Our job as activists, as committed people thinking about the future for our children, is to help those organisations and those countries and those governments change. These organisations are committing to change, are saying we want to change and help their clients change, and that's why we're proud to work with them. Of course, there's a couple of housekeeping events. Don't forget the Q&A box. Please ask questions if you can. There's interpretations. Look for the headphone icon. Lots of interpretations. And of course, all the sessions are being recorded and the cool tools on offer in the networking. Let me go to our panelists. We've got a few friends. Namita Vikas is a senior advisor at Climate Bonds Initiative, which she does pro bono, by the way, because she's got a daytime job at Octus ESG, based in India, doing global advisory around ESG. Look, to be honest, Namita's claim to fame in my world is she did launch India's first green bond and got that market going, which was an important milestone. Le premier titre vert d'Inde a été lancé. Il s'agit d'un cadre extrêmement important. Nous avons également Rupert Rink, qui est analyste de ESG au sein de JP Morgan. Si vous voulez obtenir plus d'informations au sujet de la banque JP Morgan, c'est la bonne personne à qui il faut se diriger. Nous avons également Anna-Marie Dott qui travaille auprès de Ashurst LLP. Elle s'occupe de l'aspect environnemental, mondial, social et de gouvernance et elle développe cela avec d'autres partenaires ainsi qu'avec d'autres organisations. Nous avons avec nous Agnès Gourc qui est vice-chef du marché des finances durables de BNP Paris et Michael Ferguson qui est le directeur senior et gérant d'analyse de SEP. J'espère vous voir et voilà, sur l'écran et je vous vois toutes et tous. J'espère que toutes et tous se portent bien, que vous ayez eu l'occasion d'assister aux séances d'aujourd'hui. Nous avons eu une journée assez intéressante et lourde, mais je voudrais vous demander de partager vos réflexions et je vais vous poser quelques questions particulières concernant la résilience et concernant la fenêtre verte qui a été le point central de notre conversation d'aujourd'hui. Nous avons des possibilités de réaliser des changements de façon rapide. Et je voudrais également parler du rôle que jouent les gouvernements, les investisseurs
Et nous avons parlé de cela dans notre session de fenêtre verte. Nous avons parlé de plusieurs sujets et nous parlons de grandes décisions et aussi de vos réflexions, des implications du marché, la voie que nous suivons et que pensez-vous qui va se produire tout au long des 12 prochains mois. Est-ce que nous devons faire dans l'avenir? Je demande donc à Rupert de prendre la parole. Vous avez la parole donc, Rupert. Merci, Sean, de m'avoir donné la parole. Avant de vous parler un peu de mes réflexions sur cette journée fantastique que nous avons eue aujourd'hui, je voudrais reprendre la présentation d'ouverture d'aujourd'hui, qui a été très intéressante. Et comme il est important de promouvoir et d'assurer que les échelles de capitaux nous aident, et c'est un point très important, c'est que nous avons toutes et tous un rôle à jouer et que nous puissions aider cette transition vers une économie plus durable. Et comme employé de JP Morgan, j'aide à débloquer ces fonds pour dans le monde financier, de réaliser cette transition vers un monde plus résilient. Pour parler donc des premières paroles que nous avons entendues aujourd'hui et par rapport à tout ce que nous avons débattu aujourd'hui, je voudrais aussi de penser aux entretiens que vous avez faits tout au long des pauses. Certains messages ont été très importants, de parler un peu du travail qui est entamé au sein de l'Union européenne, qui est leader mondial vis-à-vis de ses engagements de réduction des émissions de 125%. Il est important aussi la taxonomie de l'Union européenne vis-à-vis de ce travail pour aider à coordonner nos activités dans le monde entier. Et un autre point important, c'est que cela n'est pas suffisant, que le reste du monde doit également cheminer avec nous. Et en tant que contribution de l'Europe, elle est très timide par rapport aux émissions mondiales. Je suis d'accord qu'il faut qu'on ait une taxonomie de base commune et que nous puissions tous nous aider les uns les autres. Et par rapport à ce que John Norton fait au Trésor des États-Unis et qui encourage le gouvernement nord-américain et la posture aussi du gouvernement américain est une attitude et s'intéresse beaucoup plus par rapport euh, à cela et ce qui va être publié au mois d'octobre au sujet de la stabilité de l'économie américaine. Les messages sont très clairs et cela va aider le marché à donner une priorité vis-à-vis des investissements et pas tout simplement le marché américain, mais également le monde entier. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est votre conversation avec Sean Cheng, qui nous a parlé un peu de ce que nous pouvons attendre tout au long des prochains mois. Ainsi, ma réflexion, c'est que toutes ces grandes économies, les États-Unis, la Chine et d'autres marchés importants, dialoguent et s'impliquent énormément par rapport à ce sujet. Nous avons cette tendance à de la mobilisation, toute l'économie européenne, pour que l'on puisse réaliser cette transition avec et nous avons plusieurs initiatives, y compris la taxonomie. Cela m'enthousiasme énormément et je suis très optimiste par rapport à l'avenir parce que ces engrenages qui font mouvoir le monde, ce sont d'autres pays qui sont un peu à la traîne, mais qui vont suivre ces pas. C'est essentiel pour le travail que j'entame auprès de JP Morgan. C'est un point très important, Rupert. Les commentaires de Marc ont été très intéressants ce matin. Et je voudrais maintenant vous passer la parole à BNP Paribas. Je voudrais savoir qui est BNP, un leader. Je voudrais savoir qu'avez-vous à nous dire par rapport au changement à ce sujet.
Merci beaucoup, Sean. Je suis très heureuse d'être ici, de participer à cette table ronde. Je pense que Robert nous a parlé de choses très importantes et fait un résumé de ce qui s'est passé. J'ai rejoint Paribas il y a 10 ans. Je me rappelle des premières initiatives et des premières conférences de la CBI où nous avions encore une forte difficulté à diffuser le message de changement. Mais comme je travaille déjà assez longtemps, je pense que l'esprit est toujours celui d'aider nos clients à réaliser cette transition. Il s'agit d'un changement assez significatif. Et ce que nous avons vu tout au long des derniers mois a été quelque chose de qui nous enthousiasme beaucoup. Et même après les accords de Paris, nous nous posions la question si l'on pourrait le faire. Et pour moi, un grand changement, ce sont tous ces changements au niveau des Nations Unies. Cela a démontré que nous sommes sur la bonne voie. Et maintenant, les objectifs sont plus proches, avec beaucoup plus de détails qu'avant. Ces objectifs à l'horizon 2030 nous laissent ça très clair. Et nous avons aussi des engagements particuliers vis-à-vis de ces objectifs intermédiaires. Donc, c'est impossible de reculer. La seule voie, c'est de marcher vers l'avant et de poursuivre nos pas l'un après l'autre. Et la question est comment nous allons assurer qu'en effet ce changement va se produire et comment nous pouvons assurer que nos clients auront les mécanismes nécessaires pour ce faire. Et nous toutes et tous devons avoir plus d'espoir aujourd'hui qu'il y a 2 mois dans plusieurs secteurs, y compris certains qui sont clés dans notre économie, comme le pétrole et le gaz, qui sont entrés déjà dans le marché des titres durables et que cela est sérieux. Et comment les grandes entreprises européennes ont publié leur stratégie pour montrer qu'elles font des actions réelles et concrètes à cet égard. J'estime que nous nous trouvons dans une situation où nous n'avons qu'un chemin à suivre et que certains secteurs pensaient qu'on pourrait être hors de ce débat, hors de cet effort. Mais je pense que personne, cela ne s'applique plus à personne. Tous les secteurs, tous les filières de l'économie doivent s'impliquer et de façon sérieuse. Et nous avons posé la question à nos clients avec quelle fréquence sont les éléments majeurs qu'ils mettent sur leur liste de priorités qui seront importants dans l'avenir. Et presque tous les secteurs, et tous nous répondent que c'est le secteur de l'énergie qui est le point majeur. Et c'est très intéressant car il n'y a pas très longtemps, l'énergie était prioritaire pour certaines filières, mais pas pour toutes. Une autre question qui me fait réfléchir également, c'est les géographies. Sans aucun doute, beaucoup parmi nous sommes ici en Europe ou nous sommes au sein de l'Union européenne ou au Royaume-Uni, nous savons ce qui est fait au sein de l'Union européenne. Et nous savons également que nous pouvons nous poser la question dans quelle mesure cela sera mis en place. Néanmoins, nous avons une langue commune. Nous pouvons nous communiquer toutes et tous qui se base sur la taxonomie qui va aider à définir les projets, à ce qui est vraiment vert. Et cette langue commune de communication va nous permettre d'une diffusion plus importante sur les utilisations des fonds et ce qui va permettre également une clarté meilleure pour que les gens puissent comprendre clairement ce qui est fait. Et aussi, ce que nous voit qui se produit aux États-Unis en ce moment nous donne beaucoup d'espoir. Et tout au long des prochaines années, nous verrons les résultats des mesures qui sont mises en œuvre en Europe et aux États-Unis. Et nous aurons des résultats très prochainement. Et les conversations et
se sont intensifiés. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. C'est bien, excellent. 2 membres de notre table ronde, plein d'espoir. Et nous avons besoin vraiment de cette espérance et de tout cet aspect affirmatif. Je voudrais donc poser la question aux membres de notre panel qui est Marie. Je voudrais lui poser la question, que pensez-vous, Marie, de cela? Je voudrais que vous partagiez avec nous ce que vous pensez que sont les implications pour le marché en ce moment. Bien, merci, Sean. Nos clients nous posent la question de plus en plus à cet égard. Il y a un intérêt croissant concernant ces investissements ESG et pas tout simplement l'intérêt se concentre sur leurs défis, mais toutes les composantes qui impliquent leur travail et de quelle façon cela est un problème et nous avons besoin de solutions intégrées. Si l'on pense tout simplement à l'impact d'une entreprise, cela sera presque minime, mais si nous pensons au système de façon générale, ces changements peuvent être vraiment très importants et faire une différence. Je pense que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui est fascinant et c'est justement que nous avons entendu plus tôt que nous passons par un moment de transformation de l'ensemble des actifs mondiaux d'une rapidité et d'une façon impensable avant. Cela met en contexte ce que nous voulons toutes et tous atteindre et qui démontre la dimension, l'ampleur de ce que nous sommes en train de faire et également les opportunités intrinsèques à ce que nous faisons et tous ces différents groupes des Nations Unies, toutes ces entreprises, tous ces investisseurs, quand tous se rassemblent et se concentrent sur comment nous voulons que soit notre avenir, cela m'intéresse énormément de savoir. Et en effet, cela va se produire. Comment nous pouvons travailler avec nos clients vis-à-vis de cette innovation et la transformation que nous souhaitons toutes et tous tout au long des 10 prochaines années. Ça, c'est un autre point qui est clé et qui est important. Tout le monde parle de 2030, quoique les personnes aient ces aspirations pour 2050, mais ceux qui sont au centre du dialogue parlent beaucoup plus fréquemment des objectifs de 2000. Donc, ces cadres qui sont ces jalons qui sont de plus en plus proches de nous et il faut que ce soit nos points de concentration tout au long des 10 prochaines années, ainsi que celui des investisseurs. Les entreprises évaluent cela, elles veulent savoir comment elles peuvent investir dans cela tout au long des prochaines années et comment traiter la réglementation, parce que si elle est excessive, elle peut limiter un peu l'activité des entreprises. Donc, cette conférence nous donne tant d'outils pour que nous puissions reprendre tout cela dans notre travail, évaluer ce que nous faisons et changer notre façon de travailler. C'est donc ma présentation initiale. Un point dont vous avez parlé des objectifs de 2030 est très important. Si nous pensons maintenant à les grandes économies du monde ont montré un engagement à l'horizon 2030. Nous savons maintenant qu'il y aura une présentation à la COP et pourquoi 2047? Parce que 2047 sera l'année de centenaire de l'indépendance indienne après la période de colonisation anglaise. Et donc, il est intéressant de constater que le programme des titres verts a une croissance très forte et nous voyons aussi des implications de l'Arabie saoudite et nous entendrons davantage demain. Il s'agit d'un phénomène mondial.
Je voudrais savoir quelles sont les implications de ce que nous avons dit jusqu'à maintenant en matière de la croissance de ces instruments verts et les opportunités d'investissement en habitat. Merci beaucoup, Sean. Et en effet, ces sessions ont été très intéressantes et pleines d'aperçus et d'idées et très importantes pour tous nos collègues et en général pleines d'inspiration parce qu'elles nous mènent à réfléchir aux opportunités importantes que les titres au vert vont ouvrir pour tout le monde et pour les marchés émergents notamment. Ce que je vais reprendre d'ici, c'est le point principal pour moi, c'est que il faut que les économies émergentes s'impliquent et qu'il y a de grandes opportunités à saisir dans l'aspect d'investissement vert pour les principales économies émergentes. Ces investissements vont soutenir la création d'emplois pour réduire les émissions de carbone et promouvoir une croissance durable qui est très important pour ces pays émergents. Et ces pays représentent 62% de la population mondiale. Ainsi, ces investissements et ces opportunités sont déjà mûrs pour que nous puissions participer de cette course vers l'émission zéro émission nette. Mais de quelle façon nous pouvons avoir des investissements mondiaux, verts mondiaux, des émissions verts mondiaux et mondiales, y compris dans les marchés émergents? Et aussi, où se trouvent les opportunités à saisir? Je voudrais vous donner deux exemples. Les actions climatiques sont importantes, naturellement. Récemment, nous avons annoncé des investissements de 1,2 milliard de dollars en Inde. Et par ailleurs, l'Inde a annoncé ses objectifs de carbone zéro pour 2030. Et il y a beaucoup d'enthousiasme vis-à-vis des énergies renouvelables par rapport à tout ce qu'il faut faire en matière d'électrification du pays, même jusqu'à la fin de l'année. Et nous travaillons pour installer 20 gigawatts de capacité de stockage et cela sera distribué dans tout le pays. Nous avons ces objectifs, l'objectif de zéro net et d'électrification. Nous avons là une forte opportunité. Le système ferroviaire de l'Inde n'a pas participé de l'émission de titres verts, mais par ailleurs, les investisseurs de titres verts sont de plus en plus familiarisés avec ces produits, s'intéressent de plus en plus à ces produits-là. Nous avons vu des investissements, y compris dans d'autres filières. Cela nous donne la confiance que cela se développe. Il faut donc poursuivre ces nouveaux investissements. Il faut que cela attire des intérêts. C'est le premier exemple. Quant au deuxième exemple, c'est de penser aux opportunités qui sont disponibles dans d'autres parties du monde aussi. Cette électrification solaire dont je parlais représente une grande opportunité, mais ce n'est pas tout simplement quelque chose qui va générer de l'électricité du point de vue local et augmenter la résilience par rapport aux crises futures. Donc, avoir des leviers de technologies innovantes par le biais de mécanismes de négociation de fonds climatiques au fonds climat et cela sera possible par le biais d'initiatives comme celle-ci. Et cela va aider à créer des structures financières qui vont aider à promouvoir par le biais des émissions de titres de résilience et de zéro émission nette et va attirer un nouveau groupe d'investisseurs et les acteurs du marché qui sont nécessaires pour prendre part à ces investissements.
Nous devons donc accélérer la réduction des émissions, mais encore plus important que cela, de créer des mécanismes financiers qui créent un modèle qui puisse être reproduit à une échelle plus forte dans tous les autres États en développement pour que les investissements soient diffusés tout le monde. Ce sont donc les opportunités que nous évaluons en ce moment, que nous voyons aujourd'hui, et il est important que les investisseurs suivent cela et saisissent ces opportunités, ce qui va générer beaucoup de retours à venir. Oui, c'est vrai, nous avons beaucoup d'opportunités, sans aucun doute. Et ce dont vous avez parlé est très intéressant. Vous avez parlé des chemins de fer indiens et le réseau ferroviaire. Je voudrais savoir, parce que nous avons quelque chose de pareil aux États-Unis, nous avons des nous espérons un gros volume d'investissement en infrastructure dans plusieurs parties du monde, mais nous avons ces attentes que le gouvernement américain soit un leader, peut-être l'investisseur majeur. Mais il y a d'autres investisseurs dans ce type de structure aux États-Unis. Et je voudrais savoir également si vous avez quelque chose à nous dire au sujet de la réduction des risques et la plus forte volatilité, le changement des prix concernant ces titres. Je pense que beaucoup de choses il y aura beaucoup de choses qui vont se produire aux États-Unis. Michael, qu'en pensez-vous? Oui, j'ai un grand plaisir de parler à cet égard. Je me trouve à New York en ce moment et jusqu'à la semaine dernière, je n'avais pas d'informations au sujet du rapport de l'IPCC. Je ne l'avais pas lu encore, mais j'ai eu l'occasion de lire ce rapport et c'est très intéressant de parler au sujet de la résilience aux États-Unis. Si nous pensons aux investissements tout au long des 40 dernières années et d'énergie, d'infrastructure et de transport, le plan qui a été lancé se concentre sur ces opportunités de nouveaux investissements. Et nous avons vu, il y a 6 mois, il y a eu le constat que notre système de transmission n'était pas adéquat et a dû être interrompu. Et la résistance aux incendies aux États-Unis, nous avons toujours fait face à ce genre de problème. Et maintenant, avec le temps, cela a empiré. Nous avons eu ce mois le pire incendie de l'histoire des États-Unis. Nous avons aussi la question des sources et aussi des chemins de fer, du réseau ferroviaire. Nous devons donc reconstruire beaucoup de ponts et beaucoup de nouvelles routes parce qu'elles sont anciennes et elles ne sont plus modernes et ne répondent pas aux besoins actuels et aussi en tenant compte de l'élévation du niveau des mers. Nous aurons besoin de beaucoup d'investissements dans le domaine de l'infrastructure et aussi il faut faire face à toutes les questions et les problèmes de résilience dont le pays a fait face. Et une autre question qui n'a pas encore été abordée concerne celle de la réconciliation des budgets. Il s'agit d'une question controverse parce qu'il n'y a pas le soutien du Parti républicain, mais il est important que cette conciliation budgétaire soit faite pour que nous puissions faire face aux besoins d'investissement qui ont trait au climat. Nous avons perdu beaucoup de temps tout au long des dernières années par rapport à cela pour que l'on puisse maintenant prendre cette position de leadership pour poursuivre mes réflexions et en tenant compte de certaines règles qui sont mises en œuvre au SEC, par exemple par rapport aux besoins de diffusion, mais il est important que cela soit débattu, que cela soit mis en œuvre pour plusieurs raisons. Il est important que l'on puisse parler avec les émetteurs et avec les investisseurs. Malheureusement, en ce moment, ces informations sont asymétriques. Si nous dialoguons avec les investisseurs, beaucoup se plaignent du manque de comparabilité, le manque d'homogénéité des informations disponibles et cela est préoccupant parce que
Nous pouvons jouer un rôle pour réduire ces soucis. Mais nous reconnaissons que beaucoup de ces soucis sont des soucis réels. Mais nous avons un rôle à jouer. SEC, qui est la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, a un rôle à jouer pour augmenter la résilience et de proposer de nouvelles solutions de transition. Et nous devons promouvoir une harmonisation plus importante des informations pour qu'il y ait une perception différente de la part des investisseurs et qu'ils puissent établir une comparaison entre les projets par rapport à l'aspect climatique et pas seulement les mérites financiers. Et les investisseurs de long terme se soucient de certains investissements de durée de 30 à 40 ans. De 30 à 40 ans, ce n'ont pas des informations suffisantes, et notamment pour savoir que les rendements ne sont pas si intéressants que ça. Donc, nous avons cette ambition de participer et de développer des projets qui puissent aider à dépasser les risques d'éco-blanchiment sur le marché. Et ce que nous devons faire, c'est d'une comparabilité plus importante et homogénéité des données. Et aussi, le pas suivant est que les investisseurs continuent à chercher des réponses pour ces questions et continuent à travailler avec les émetteurs pour définir des métriques. Et ces exigences vont aider à allouer ces fonds et les décisions sur l'allocation de ces fonds. Et cela pourrait se survenir de façon plus verte, plus rapide, ce que nous espérons, mais il est important de voir ce que nous pouvons attendre pour l'avenir. Oh, sure, it was. It was pretty amazing, and of course it was. We've been experiencing those all around the world. We still have mad wildfires across Siberia, of all places, melting the permafrost. If anything you can say about this year, this is the year the climate change impacts start becoming very, very real. But it's interesting what you say about standards, because of course that's what Agnes was talking about too, and what John Morton was talking about. And we've had a lot of people in the last few days talk about these too. You know, Michael and Rupert, in the US market, do you think that this the taxonomy work that we've been doing in Europe, and Agnes's colleagues at BNP Paribas have been actually involved in the technical expert groups and so on around that, is going to move across the US, or do you think the US will do its own thing? What's your reading about this, particularly the international comparability question, which is worrying a lot of investors, that each nation does its own version? Does that make things actually harder rather than easier? What's your reading? Maybe Michael first and then Rupert. Sure. So I was actually, before I did this, I was actually a CPA for a number of years, and I was actually a CPA when we were talking about. Je vous demande pardon pour l'interruption. C'est très important. Quand nous avons parlé de cela, de ces changements du point de vue financier, je ne ressens pas tout cet optimisme. Ceci dit, je pense qu'il est important que la SEC puisse comprendre et également écouter les opinions d'autres, de tierces personnes, pour avoir une idée de ce qui va se passer dans les prochaines années. La taxonomie de l'Union européenne est déjà adoptée par de banques avec lesquelles nous travaillons et qui ont des opérations aux États-Unis. Je pense qu'en général, je dirais que la gouvernance, que les gouvernements et les entreprises cherchent une plus grande réglementation, ce qui sera le chemin pour que nous puissions travailler d'une façon plus mondiale, ce qui ne se traduit pas nécessairement en une taxonomie des États-Unis, mais nous avons cette sensation que l'économie des États-Unis est vraiment très exposée aux risques climatiques et qu'il nous faut donc prendre en compte cette perspective. Je voudrais savoir le point de vue de Rubens également. Merci beaucoup, Michael. Je remercie beaucoup. Je suis d'accord avec vous. Donc, je crois que l'Europe soit à l'avant-garde de ce programme
et que nous ayons toute cette approche pour mobiliser les marchés vers l'émission zéro. Nous avons une mobilisation mondiale d'autres marchés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous adopter la taxonomie européenne. Mais pour mobiliser cette partie, je pense que la taxonomie est encore la meilleure façon de faire les choses. Les États-Unis ne sont pas encore assez mûrs dans le sens des finances durables et en Europe, ils ne vont pas faire une copie de la taxonomie européenne parce que ce sont des régions très différentes qui devront avoir leur propre taxonomie. Cependant, il faudrait qu'il y ait des similitudes pour que les investisseurs puissent vraiment prendre leurs décisions de stratégie. Et je voudrais soulever là ici dans ce panel. Je suis citoyen du monde, mais en fait, j'ai été formé comme avocat comme aux États-Unis. Je connais bien cela et ils font toujours les choses différemment de l'Europe, surtout pour les systèmes. Nous avons un système de droit civil et un autre de common law. Je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec certaines caractérisations, mais le fait est que vous avez des mots que les gens comprennent. La taxonomie est vraiment très importante et les États-Unis ont fait un glossaire de l'Union européenne. Ils ont la manière de faire les choses à leur façon. En fait, les investisseurs, donc une façon de comparer les choses. Et c'est la question la plus importante. Peuvent-ils comparer les choses? Et là, il faut se baser justement sur les données par rapport au système des paramètres, des métriques. Vous pouvez avoir donc des statistiques. Je dirais que l'Union européenne très certainement a déjà vu ce changement se produire aux États-Unis avec un regard assez satisfait parce que les États-Unis sont revenus maintenant dans le match, pour ainsi dire. Ils sont disposés à se mettre à la table des négociations avec une approche différente. Ce sera fascinant de voir ce qui sort de ces réunions des régulateurs. Je crois que ASCC est ouverte à l'innovation, mais le plus important, c'est que les entreprises savent et elles savent qu'elles doivent pouvoir décrire ce qu'elles vont faire. Elles doivent être responsabilisées pour ce qu'elles vont faire et trouver les mots corrects maintenant qui semblent un peu chaotiques, pour le moins pour ces premières années, ce langage qui va fonctionner dans ce système. Alors, si je peux me prononcer ici, je dirais que c'est une façon significative où les États-Unis diffèrent des autres avec le gouvernement fédéral qui a été un peu intransigeant ces derniers 4 ans. Avant, les 4 ans antérieurs étaient meilleurs. Ils ont fait des progrès maintenant avec Nouvelle-Jersey qui a un protocole pour ces paramètres de décarbonisation. Beaucoup d'entreprises américaines font attention à ces nouvelles opportunités parce que ça se tient, c'est raisonnable du point de vue économique. On a établi des objectifs de Paris qui ont été 2 fois plus ambitieux que le gouvernement Obama. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement de Trump n'investissait pas sur ça? Les États-Unis ont toujours un œil sur les solutions du marché et cela a donné une résolution pratique à cette réglementation. Ils vont devoir penser à cela et c'est ce que vous avez dit. On a déjà travaillé sur cette taxonomie de base commune. C'est un travail vraiment difficile, trouver les mots qui s'accordent. Et bien sûr, nous avons également la taxonomie chinoise qui n'est pas encore de taxonomie. Elle a appelé de protocole pour les projets verts. Ils ont également ces définitions qui leur sont propres, vertes. Il y aura bien sûr des différences
Et s'il va y avoir une interopérabilité, ce sera une autre question. Il y a des émissions d'obligations de 2 milliards de dollars et cela montre que les entreprises sont en train de commencer à bouger, disons, et à agir. Et il y a des questions du bureau de BNP Paribas, JP Morgan et d'autres entreprises, enfin, que vous voyez qui commencent à s'agiter sur ce marché, qui démontrent un certain enthousiasme. Je dirais quand même plus que de l'enthousiasme par rapport au côté vert. Et alors, quand j'ai commencé ce travail, pour résumer, mon équipe, ce qu'elle analyse, ce sont les obligations vertes et nous avons des clients qui émettent des obligations traditionnelles et je leur explique comment ils auraient accès au marché, les exigences ESG et le marché présentait cela même si l'on retourne en arrière 3 ou 4 ans. On était déjà dans une situation où c'était difficile d'avoir ce genre de discussion. Quand on y pense, beaucoup de fois, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait des vues très cyniques sur le marché. Le marché n'était pas convaincu de cela. C'était une approche plutôt de notre côté, en essayant de discuter ce que les entreprises pourraient faire par rapport à ces finances durables. Elles sont dans une situation différente. C'est difficile maintenant de faire face à toutes les interactions et demandes et questions parce que maintenant, les gens disent, ah, je pensais que ça allait fonctionner et on voit donc un grand changement de direction. Je vous demande pardon. Et je voudrais ajouter, c'est ce que je voudrais ajouter à la question qui a été posée. Évidemment, le mot greenwashing, l'éco-blanchiment est important. Ce que je pense qui est important ici, pourquoi est-ce que nous proposons une taxonomie dans la plateforme? Ce que je pense qui est très utile, c'est que nous ayons un langage en commun, parce que là, on peut ne pas être d'accord sur quelque chose, sur un point de référence, un benchmark, mais on saura de quoi on est en train de parler. Souvent, on n'a pas un concept uniforme dans le marché et également certains principes. Il faut qu'on ait une uniformisation. Il faut plus de transparence également. Les gens ont besoin de transparence pour pouvoir prendre les décisions correctes. Et pour continuer avec ce que je disais, la plupart de nos clients considèrent que les obligations durables signifient que les investisseurs ont des informations, mais il faut avoir les données correctes. Le format doit être correct pour pouvoir permettre une comparaison. Ça ne sert à rien d'avoir des tas de données si on ne parvient pas à les filtrer d'une façon assez aisée. On a déjà mentionné cela et je pense que tous les acteurs dans ce marché, les fournisseurs, les investisseurs en Europe, toute cette partie de réglementation aura un grand rôle à jouer. Et pour répondre à la question, pour ce qui a trait aux emprunteurs, je dirais que nos obligations durables, nous sommes des émetteurs d'obligations. Il n'y a pas de réunion où on se voit qu'ils demandent cela et les investisseurs également. Tout le monde veut des informations. Alors, nous investissons donc dans des émissions vertes, des obligations liées à la durabilité et les gens nous demandent qu'est-ce que vous faites par rapport à ESG? Qu'est-ce que vous pensez qui est vert? Alors, nous voyons donc cet intérêt de part du marché et nous voyons que c'est 70% du CAPEX que nous allons investir pour développer un monde
vert, résilient est dans les marchés émergents. Il faut donc prendre cela en compte et évidemment, il y a un développement des obligations également au Japon. Et on voit Ghana, l'Indonésie, beaucoup de pays donc qui participent. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme étant le rôle des investisseurs et à quel point a-t-elle importante cette transférence nord-sud ou est-ce que les marchés émergents peuvent faire leur partie même chez eux? Pardon, vous n'avez pas le micro là. Votre micro est débranché. Bon, je pense que quand on examine le nord et le sud, nous voyons qu'il faut augmenter la coopération. Du point de vue de la taxonomie, on voit vraiment les taxonomies des États-Unis, de l'Europe. Il y a des investissements intéressants. Il faut avoir une idée il faut avoir un appui des décideurs politiques, des formulateurs de politique, et on a besoin vraiment de capital pour financer ces solutions vertes. Et c'est ce que je disais, pourquoi est-ce qu'on essaie de créer cette taxonomie? Parce que c'est une demande d'une approche plus systématique, plus mobilisée. Quand on parle seulement de géographie environnementale et sociale et de gouvernance, il faut trouver les meilleures pratiques, les bonnes pratiques institutionnelles pour pouvoir mettre les choses dans un contexte. Et c'est un aspect important. Comme a dit Agnes, c'est bon parce que maintenant les investisseurs banquiers contemplent ces exigences. Il n'y avait pas ça il y a un an. Ça montre qu'il y a tout ce mouvement qui se passe dans le marché. Il y a ceux qui veulent évoluer pour se développer, pour avoir une structure dans les marchés en émergence. Et là, il faut avoir une stratégie de développement. Et ils doivent demander comment est-ce que les investisseurs de ces marchés en émergence voient-ils ces investissements, non seulement le financement, mais comment est-ce qu'ils vont utiliser ces stratégies d'investissement. Il faut établir des contrôles bien fondés pour pouvoir traiter les risques climatiques, les mesurer et pour pouvoir financer la durabilité. Alors, il y a en Inde, par exemple, une taxonomie qui est en train d'être développée. Il faut trouver des exemples de ce qui est en train de fonctionner pour les investisseurs pour pouvoir montrer cela dans les marchés émergents. Et également, on parlait de la transparence qui est extrêmement importante. Nous parlons là d'une valeur élevée. Le ESG est extrêmement en vogue et nous voyons un manque de clarté sur ce que c'est les ESG. Nous avons vu plusieurs fonds qui investissaient, par exemple, dans des combustibles fossiles. Alors, il y aurait cette standardisation de ESG qui serait très intéressante pour que les gens voient ces émissions, ces réglementations et cette standardisation. Et il y a cette culture qui est très importante de développer pour avoir un retour sur ces investissements. Quant à la formation, nous avons des produits qui ont été structurés et il nous faut voir comment on va utiliser tout cela. C'est très important. Ce sont des aspects qui devraient être développés. Nous avons donc une partie prenante dans le marché et c'est le genre d'appui qui est exigé, qui est nécessaire aujourd'hui pour que nous puissions améliorer la situation. Merci beaucoup. Je viens de me rendre compte que nous n'avons plus que 10 minutes et c'est une conversation pour 2 jours, pour 2 heures au moins. Alors, on a eu une discussion sur les défis de la résilience et sur besoin
que nous avons également d'égalité, parce que si nous ne pensons pas à l'égalité, nous aurons un problème pour l'atténuation, les problèmes de genre, si les pays entrent dans un système populiste pour réagir contre le manque d'égalité. Comment est-ce que l'atténuation des risques climatiques sera-t-elle perçue? Et il y a également l'atténuation des risques au niveau mondial. Et nous allons faire ce que nous n'avons pas fait pendant la pandémie, par exemple, partager les vaccins pour que les personnes ne souffrent pas de façon inégale. Alors, il nous faut adresser ces questions, justement, et il faut penser comment la question de l'argent, cette question, comment cette course vers l'armement que nous avons qui mène à une espèce de guerre froide. Et c'est pas. Nous avons des porte-avions, par exemple, qui utilisent des combustibles fossiles. C'est extrêmement polluant. Et donc, il y a disons, ça a ses conséquences également dans le changement du climat. Nous avons donc des marchés émergents qui deviennent également plus riches. Nous voyons de plus en plus de climatisation dans des immeubles, dans ces endroits qui sont très chauds. Nous voyons de plus en plus d'unités de climatisation qui sont plus nombreux que la ville n'est pourvue en énergie. Et c'est assez dingue, en fait. Alors, il nous faut faire des progrès dans ce sens. Il faut rendre les choses plus vertes et les choses deviennent plus compliquées. Cependant, nous sommes en train de mûrir parce que nous sommes en train justement de voir ces questions pour voir ce que nous pouvons faire par rapport à l'énergie. Les voitures électriques, quelles sont les frontières, disons, qui sont croisées à notre époque, mais il y a des indications clés. Et alors, nous avons donc ces tendances vertes dans le secteur financier. Et il nous faut travailler sur ces priorités dans le secteur vert et nous allons parvenir à près de 2 milliards de dollars d'obligations vertes cette année. 70% de croissance du marché, c'est ce qui a été passé et il nous faut aller bien au-delà de cela. Et il nous faut voir justement maintenant que ce soit des trillions. Nous avons cette ambition de trillions par an. Alors, pendant que nous sommes en train de célébrer justement cette croissance, que pensez-vous que nous devons faire? Quelles sont les prévisions, les attentes d'atteindre un marché bien plus grand que celui que nous n'avons atteint maintenant? Et je vais vous demander un dernier commentaire, un dernier conseil, une dernière leçon. Dites-nous. Là, c'est difficile pour la dernière question du jour. Il faut toujours réfléchir la qualité et la quantité par rapport aux chiffres. Je pense que ça a déjà doublé depuis quelques années. Si ça continue comme ça, on parviendra à 1 trillion par an très facilement. Mais comment est-ce qu'on va faire ce bond en avant vers le vert quand on voit le marché des obligations durables, comment ça augmente? Non encore au niveau qu'on veut, mais je dirais que nous avons des choses qui sont très importantes. Nous parlons justement de standardisation, de capacité de comparaison et également des clos blanchiments qu'il faut prendre en compte. Les émetteurs entrent dans ce marché pour émettre ce qu'ils ont de mieux en termes d'obligations et ce qu'ils veulent, en fait, c'est qu'on ait des problèmes pour se mettre à l'heure de leur durabilité parce qu'ils gagnent avec cela. Alors, il y a cette question qui est importante. Nous avons fait déjà beaucoup de travail sur cela et je dirais que nous allons parvenir à ces grandes finances parce que nous avons atteint ces objectifs. Et je parle là des objectifs d'émissions zéro, de neutralité zéro. Nous avons donc vu cela dans l'Alliance bancaire. Nous avons des co-gestionnaires actifs, nous avons des entreprises d'assurance qui vont aider à cela. Et je dirais, comme je l'ai dit avant,
Et nous ne sommes pas encore en train de suivre une direction unique. Ce qui peut nous mener sur un mauvais chemin, peut faire tomber ce train. En somme, c'est les problèmes de transition. Il nous faut travailler sur cela. Et les travailleurs doivent se voir touchés par ces changements. Il faut assurer que les travailleurs, il faut donc s'occuper de l'aspect social. Que, la main-d'œuvre va se voir également bénéficier par tout cela. Merci beaucoup à vous tous. Anna-Marie, vous avez la dernière parole là, pour les. C'est dans cet ordre? D'accord. Bon, je pense que l'important, c'est de laisser le marché dans une situation où les gens ne se demandent plus qu'est-ce que je suis en train de faire, en train de travailler des finances durables. Et là, il faut expliquer pourquoi on ne fait pas ça. C'était justement un peu impensable. C'était tout à fait impensable qu'on a commencé à faire ça en 2014. Mais je crois que ce sera le futur. Et également la transparence. Pendant, comme l'a dit Mike, il nous faut il faut encore travailler sur ces lacunes qu'on a du point de vue transparence. Il faut que les gens sachent de quoi elles sont en train de parler quand on a des systèmes différents. Et il nous faut avoir dans la diffusion des taxonomies, il peut y avoir des choses différentes, mais il faut savoir de quoi on est en train de parler, que les gens comprennent ce qu'ils sont en train de dire. Il faut donc de la transparence et qui serait le standard, disons, et que ce soit le standard d'avoir des finances durables qui fonctionnent. Oui, un système durable, d'accord. Et Michael, dernier commentaire. Je crois que c'est une des choses qui m'enthousiasme, ces estimatives de croissance du marché. Et ce que je veux voir, c'est ces intérêts, disons, plus larges. Nous sommes très intéressés par ce marché lié à la durabilité. Et je pense que c'est vraiment, ça me remplit d'espoir, ce genre de finances. Bien sûr, on est encore un peu soucieux de l'éco-branchement, si vraiment on va parvenir aux objectifs qu'on s'est fixés, mais je pense que les entreprises peuvent contribuer. Il nous faut penser justement à la décarbonisation, à tout ce qu'on peut faire, et nous allons trouver des solutions. Il faut que tout le monde soit impliqué. Le marché également de la dette doit être impliqué et nous y parviendrons. Bon, Sean, vous avez parlé des conséquences non intentionnelles des actions. Je pense que les investisseurs utilisent le risque de retour comme un outil pour investir. Et ils parlent du risque de l'impact. Et il faut examiner quelles seront les entreprises qui auront cette performance financière. Pour moi, il y a encore peu d'entreprises. Il faut aller au-delà de ce retour sur le risque pour voir comment ce financement peut causer un impact là où il faut qu'il cause un impact vraiment. Et il nous faut penser justement à la transition dans le futur pour voir que nous aurons plusieurs personnes qui devront être dirigées, ou plutôt les impacts. On ne veut pas éliminer les populations étant à cause de décisions d'investissement. Il nous faut donc penser à comment sensibiliser et il nous faut de plus en plus travailler sur cela. La question est qu'est-ce qui se passe quand on arrivera en 2030? On avait l'accord de Paris, on a un programme de 15 ans établi entre les pays et surprise horizon est différent. Qu'est-ce qui se passe après qu'on ait atteint ces émissions zéro? Et la partie importante, comment est-ce que le monde va vraiment évaluer cette partie des technologies propres en carbone et si on aura de nouveaux investissements dont on aura besoin pour
encore une fois changer les choses. Il nous faut vraiment penser un peu plus à l'avant, plus que remédier la situation, comment nous pouvons faire les choses. Bon, merci beaucoup, Sean. Je pense que c'est un dernier commentaire. Je voudrais parler d'un commentaire qui m'est resté en tête de ce que Samantha dit plus tôt sur développer un cadre des obligations vertes. Et elle a parlé justement de la culture interne des entreprises, comment on voit les opérations. Il faut rappeler que la plupart de ce marché de dette est en dette souveraine, mais nous pouvons catalyser ce marché de dette verte avec ceux qui veulent vraiment structurer leur propre cadre d'obligations vertes. Et moi, je suis optimiste et je veux voir vraiment les résultats de COP26 pour voir ce qui va se passer. C'est voir quels sont les nouveaux NDC, comment on va réaliser ces NDC jusqu'à 2040. Enfin, les marchés ont beaucoup cette mentalité de groupe et nous allons voir alors comment les NDC sont créés par les gouvernements. Et nous allons entrer alors dans ce marché des obligations vertes pour réaliser ces NDC. Et ça va un peu secouer les choses. Et mon dernier commentaire, alors, c'est justement cette fenêtre verte qui va être en mettre. C'est plus cher que de ne rien faire, disons. Les NDC sont intéressantes et nous allons en parler avec nos partenaires. Nous aurons des discussions sur comment nous pouvons travailler ensemble pour donner un soutien au gouvernement pour qu'il puisse développer un plan de transition qui soit crédible. Et nous avons vu cela l'année dernière. Les objectifs sont établis. Nous savons qu'il y a une lacune entre ces objectifs. Et c'est l'argument de l'Europe. Tout le monde est impliqué dans l'argument. Et il y a des gens qui disent non, vous n'avez pas pu faire cette prévision correctement. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser les finances? Comment est-ce qu'on peut être sûr que nous sommes en train de financer des solutions qui seront vraiment efficaces et vertes? Il y a beaucoup de discussions. Demain, on aura des discussions sur l'hydrogène, sur comment on peut prendre les mines de charbon, par exemple, et les renouveler pour qu'elles puissent utiliser de l'hydrogène. Nous voyons cela en Espagne. C'est une stratégie de transition. Beaucoup de gens n'y ont pas encore pensé parce qu'ils sont en train de travailler avec le charbon. Mais s'il n'y a pas les gens de finance qui travaillent, qui participent de la discussion pour dire nous allons investir en cela pour avoir un retour, les gens n'arrivent même pas à sortir du lit le matin. Alors, nous avons besoin de vous, vraiment, de ces discussions. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Nous devons clore notre conversation maintenant. Et je voudrais maintenant vous remercier tous. Je veux remercier nos sponsors qui ont sponsorisé cette conférence. Et demain, nous aurons notre dernier jour d'une conférence, un marathon de 5 jours. Nous sommes en train de créer du contenu et demain matin, on se retrouve très tôt. Nous avons demain le président de la plateforme durable d'Europe. Nous avons également le Crédit Suisse et nous allons parler des chemins, des tactiques, des stratégies avec les institutions avec lesquelles nous allons travailler pour donner notre appui au gouvernement. Et nous avons l'architecte du plan d'action durable qui va être avec nous également demain. Et nous allons parler de l'hydrogène vert comme un cadre pour la transition et de comment nous avons pensé justement. Et nos intervenants nous ont dit que nous allons parvenir à un hydrogène vert à bas coût très rapidement. Alors, on aura besoin de gaz après 2025. C'était quelque chose d'intéressant à laquelle penser. Et nous aurons également une séance avec l'ambassadeur des Nations Unies. Nous allons parler de transition, d'agriculture, de la Fondation
Et nous allons parler avec un investisseur de capital propre et nous avons également le lancement de notre rapport demain qui va voir comment nous pouvons évaluer les émissions des entreprises qui sont en train de lancer ces obligations vertes et les plans de CAPEX et les stratégies de ces entreprises qui va nous montrer comment nous pouvons faire cet ajustement pour la transition. Et nous voulons voir tout cela dans le marché avec ce genre de transition. Nous voulons savoir davantage sur les possibilités d'investissement. Donc, demain sera un jour dominé par les investisseurs. Et je remercie donc nos sponsors, JP Morgan, et les autres. Et nous allons leur demander qu'est-ce qu'ils pensent à propos de cela. Et il nous faut donc revenir demain. Je vous remercie beaucoup tous de votre attention, votre intérêt, votre bonne volonté dans ce panel. Et je remercie tous ceux qui sont en train de travailler dans cette industrie et tous ceux qui ont participé avec leur énergie et leur enthousiasme pour que nous puissions donner un futur durable à nos enfants. C'était la formule du succès pour cette transition.